Bonjour à tous et bienvenue pour un autre preview de la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque au Wild du Minnesota. Et qui l'aurait cru que cette organisation-là pourrait être une Cup Contender? Moi. Mais bon, malheureusement, les choses se sont pas passées comme ça pour ce qui est du Wild du Minnesota. Il en reste pas moins que c'est une organisation qui a connu une foutue de belles saisons régulières. Puis on a quand même réussi à faire une certaine opposition en séries éliminatoires. Et là, le point qui est à retenir, c'est qu'on a été sorti en première ronde, soit, mais contre les Blues. Et les Blues sont peut-être l'organisation qui a donné le plus de mal dans la conférence de l'Ouest, je dis bien dans la conférence de l'Ouest, à l'Avalanche du Colorado. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'on s'est fait sortir contre une équipe qui était quand même dure à battre. Mais ceci étant dit, le Wild du Minnesota est une organisation qui avait déjà une bonne attaque et ajouté à ça des jeunes qui sont des très bons prospects au niveau offensif et vous avez un mix de top 6 très intéressant au niveau de la production offensive chez le Wild du Minnesota. Fait que bref, c'est une organisation qui me semble en soi bien balancée et c'est une des raisons pour laquelle moi je voyais cette équipe-là comme étant potentiellement Cup Contender pour ce qui est de la saison l'année passée. Bien entendu, je voyais l'Avalanche comme tout le monde là, parce que je veux dire, Avalanche, Tampa, c'était pas mal les grosses équipes, même Caroline dans l'Est, je pense que c'était les équipes qui revenaient le plus souvent. Mais moi, du côté de l'Ouest, j'aimais bien le Wild du Minnesota et je l'aime bien encore cette année, mais ça, on en parle plus loin. Alors, on a connu une bonne saison de manière générale du côté du Wild du Minnesota. Et une chose qui m'a un petit peu surpris, c'est l'échange de Cam Talbot. Alors, on a décidé de mettre fin à notre union avec le gardien Cam Talbot. Ça faisait quand même plusieurs années qu'il était là. 49 matchs, 2,76, 911. Donc, il a connu une bonne saison régulière. Mais là, à la date limite des transactions, on a acquis le gardien but vétéran Marc-André Fleury qui, on pourrait dire, le bumpé out. En 11 matchs, 2,74, 910. Ses stats ne sont pas nécessairement exceptionnels, mais on connaît tous très bien Marc-André Fleury. C'est un gars qui ramène l'équipe ensemble. C'est un bon leader. C'est un gars qui a tout connu. C'est un gars qui a réussi à gagner à différentes sphères, qui a un bon vibe. Donc, tout ça fait que on pense peut-être que Marc-André Fleury était mieux outillé pour amener le Wild du Minnesota plus loin en séries éliminatoires. Mais Cam Talbot avait relativement bien fait. Alors moi, ça m'avait quand même surpris parce que c'est Cam Talbot qui a pratiquement amené cette équipe-là en série. Puis finalement, ben, on décide de donner le filet en série à Marc-André Fleury plutôt qu'à Talbot. Bref, Talbot va continuer sa carrière ailleurs et Marc-André Fleury, lui, il décide qu'il reste ici. Fait que bref, on a ça pour ce qui est du Wild du Minnesota cette année. Sinon, ben, de manière générale, on a eu une saison qui a été très solide sur un point de vue offensif, entre autres. Et j'ai été surpris de voir la moyenne de buts accordés du Wild parce que c'est une équipe quand même qui a des joueurs intéressants sur un point de vue défensif. Quand on pense entre autres à la ligne ici de Foligno, Eriksson et Greenway, c'est une ligne qui est quand même responsable. Je dirais plutôt même très responsable. Entre autres, Joel Eriksson X, c'est peut-être un des centres les plus two-way de la ligue. Fait, en tout cas, d'après moi, là, il fait partie des Philippe Danault de ce monde. Là. Bref, donc c'est une ligne qui est responsable. Puis on a une défensive qui est porté à l'attaque. Et c'est peut-être ça où on a un petit bémol parce que les gardiens de but ont pas mal fait nécessairement. Alors, pour ce qui est de la saison 2020-2021, on va commencer avec le coach. Mon Dieu, je skip ça. Toi. Dean Evansson, on revient avec Dean Evansson et Bill Guérin. Pas de changement à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, il n'y a pas nécessairement beaucoup de changements au niveau de l'organisation. Il y a des changements plus en profondeur, je dirais. Et ça, j'aime ça parce qu'on garde quand même la dynamique d'équipe vu que les gars se connaissent relativement bien. En 2020-21, c'est 35 victoires, 16 défaites, 5 défaites en prolongation pour un total de 75 points. On se rappelle, c'est une saison écourtée de 56 matchs. On avait terminé 9e au classement général dans la Ligue nationale, alors que l'année passée, on a terminé 5e. Il y a quand même une amélioration qui a eu lieu auprès du Wild du Minnesota. 53 victoires pour ce qui est de la saison 2021-22, 22 défaites, 7 défaites en prolongation, donc 53 victoires pour 29 défaites. Stéphane du Wild, tu as eu une bonne saison. 113 points. Ce qui nous donne le deuxième rang au niveau de la conférence de l'Ouest et le cinquième au niveau de la Ligue nationale. 3,72, c'est la moyenne de buts marqués. Et ça, on parle quand même de la cinquième meilleure offensive de la Ligue nationale. Une moyenne de 3,04, c'est quand même so-so. Un avantage numérique à 20,5, c'est relativement correct. Et un désavantage numérique à 76,1, c'est vraiment pas vargeux. Donc 76,1, on est 25e désavantage dans la Ligue nationale. Et c'est ça qui me surprend un peu. Le Wild, on les avait connus par le passé, comme étant une organisation qui est très, très responsable défensivement. Mais c'est peut-être au niveau des défenseurs qui aiment se porter à l'attaque que je vois un petit point d'interrogation qui fait que, enfin bref, un désavantage numérique qui est assurément à travailler du côté du Wild du Minnesota. On s'est fait sortir en première ronde par les Blues de Saint-Louis, mais les Blues de Saint-Louis étaient une organisation quand même qui était... C'est une organisation qui a de l'expérience, une organisation qui était bien rodée, puis Bennington a sorti en play-off fort. Ça a été comme coup-ci, coup-ça en saison régulière, mais finalement en play-off, il s'en est bien sorti. Fait que bref, on s'est fait sortir en première ronde par les Blues de Saint-Louis. Le meilleur en termes de but,
Kirill The Thrill. Kirill Kaprizov, 47 buts l'année passée, presque 50 buts. Et ce gars-là, ça a été un gros gambling. Très gros gambling, dis-je bien, de Bill Guérin. Parce que, en fait, quand on a repêché Kirill Kaprizov, théoriquement, on croyait pas aux chances qu'il jouerait un jour LNH. Il voulait rester en Russie. Puis ça allait bien pour lui en Russie. Puis les équipes étaient prêtes à le payer en Russie. Mais Bill Guérin en a fait sa mission. Il a fait un voyage en Russie, il a été là-bas, il a tout fait pour essayer de le convaincre. Il l'a rencontré à plusieurs reprises et il a réussi à le convaincre. Puis depuis qu'il est arrivé dans LNH, ce gars-là, c'est une brute offensivement. Puis c'est intéressant si jamais vous aimez ce style de joueur-là. C'est un joueur un peu comme Piquet Souban de une couple d'années. Il rentre dans la zone puis il fait genre 3-4 tours de zone avant de se décider à tirer. Mais ça fait quelque chose de divertissant. Puis on le sait. Le Minnesota, c'est the States of Hockey. C'est quand même un fanbase qui est important au niveau du hockey. Avoir un joueur dynamique comme ça, c'est de l'or pour le Wild du Minnesota. Le meilleur en termes de points aura été Kirill Kaprizov. Quand même une récolte de 108 points. C'est non négligeable du côté de Kaprizov. Sinon, le meilleur défenseur à caractère offensif aura été le capitaine Jared Spurgeon. 65 matchs, 40 points plus 32. Il faut quand même mentionner que Kevin Fiala avait connu une très bonne saison. Dans son cas, à lui, il a été transigé, mais Fiala, 85 points en 82 matchs l'année passée, dont 33 buts. Ça a été quand même plutôt excellent de son côté à lui. Puis on l'a transigé dans une transaction qui nous a amené un jeune défenseur, un prospect. Mais je n'ai pas fouillé plus que ça pour savoir la raison du pourquoi. Je ne sais pas si c'est en lien avec une négociation quelconque ou whatever, mais en tout cas, bref. C'est ce qui fait que là, il part et ça, c'est un trou quand même. C'est un trou important au niveau de la production offensive du côté du Wild du Minnesota d'avoir perdu Kevin Fiala. Ici, on a les 3 espoirs du alacoupe.ca. Donc, sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, vous pouvez retrouver un texte plus approfondi sur ces jeunes-là qui pourraient intégrer dès cette année l'alignement de la LNH du Wild du Minnesota. Alors, on a le premier ici qui est Marco Rossi, un joueur de centre de 20 ans. Pour sa part, il a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. 63 matchs, 18 buts, 35 passes, 53 points. C'est tout un prospect du côté du Wild du Minnesota, Marco Rossi. Alors, dans son cas, à lui, de souvenir, il me semble qu'il y a eu un malaise ou quelque chose. En tout cas, il a manqué une saison complète ou presque complète en lien avec sa santé. Je me rappelle plus, je pense que c'est un virus ou de quoi de même. Mais bref, là, il a joué la saison complète l'année passée. 63 matchs, 53 points dans la Ligue américaine. C'est quand même très bon du côté de Marco Rossi. On parle d'un gars qui c'est un potentiel centre de premier trio et on louange beaucoup sa capacité à se créer de l'espace. On entend souvent ça au niveau du hockey. Là, les gars qui ont beaucoup de talent sont capables de se créer de l'espace, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se démarquer. Ils sont capables, quand ils ont la rondelle et quand ils n'ont pas la rondelle, de se démarquer. Donc, pour se donner du temps. Et ça, c'est quelque chose, semble-t-il, qu'il est très à l'aise avec ça. Il sait se créer des opportunités. Il est également responsable défensivement. C'est un des top prospects au niveau du Wild du Minnesota et c'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH, peut-être même top 6 dès cette année du côté de Marco Rossi. Par la suite, on a Calen Addison, un défenseur de 22 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine, mais il a joué quand même un petit peu dans la LNH l'année passée, 15 matchs. Dans la Ligue américaine, Addison, c'est 43 matchs, 7 buts, 27 passes pour 34 points. De son côté à lui, on parle d'un spécialiste de l'avantage numérique. C'est un défenseur essentiellement à caractère offensif. Alors c'est un gars qu'on pourrait voir percer l'alignement dès cette année. Puis on a l'air de bien aimer des défenseurs qui aiment avancer la rondelle du côté du Minnesota. Fait que je pense qu'il fit un peu dans la mentalité de l'équipe. Et c'est là où on arrive avec Brock Faber. C'est un défenseur de 20 ans. Lui, il joue au niveau de la NCAA. 32 matchs, 2 buts, 12 passes, 14 points l'année passée. Mais c'est un défenseur à caractère défensif. Alors semble-t-il, il est vraiment spécialiste du jeu défensif, dont entre autres des avantages numériques. Ça ferait pas de tort. Ça ferait pas de tort d'avoir quelqu'un vraiment spécialiste du jeu défensif du côté du Wild. Ce qui est intéressant avec les joueurs qui jouent au niveau collégial américain, c'est qu'ils arrivent plus matures dans la LNH. Fait que si je me fie à la plume de notre chroniqueur de alacoupe.ca, Anthony Saint-Amand, pour ce qui est de Faber, c'est peut-être pas cette année, mais peut-être plus l'année prochaine qu'on va le voir au niveau LNH. Mais si vous voulez avoir un texte plus complet pour les espoirs, eh bien, il est disponible sur le alacoupe.ca. Alors ça ici, en fait, c'est un alignement que je vous propose. C'est pas un alignement qui est nécessairement basé sur, mettons, les pratiques ou des choses comme ça. Sauf que, soyons honnêtes, je me suis beaucoup inspiré de ce qui était déjà l'année passée. Fait que je me suis amusé un peu quand même. On se fait du plaisir. Là. Le but, c'est de s'amuser avec ça. Mais je me suis quand même pas mal inspiré de ce qui existait déjà. Alors là, on va commencer ici par la première ligne, Kirill Kaprizov, Hartman et Zuccarello. C'est sûr que ça l'aide de jouer avec
Kaprizov. Dans le cas de Hartman, on a connu notre meilleure saison en carrière, 65 points, 82 matchs. Zuccarello, là, on s'entend, il y a 35 ans, 79 points en 70 matchs. Pas mauvais, pas mauvais. Pas mauvais, pas mauvais. Fait que, bref, on va répéter cette combinaison-là. On y va donc avec Hartman, Zuccarello et Kaprizov. Kaprizov, c'est 108 points en 81 matchs l'année passée. Et c'est là aussi où je m'amuse peut-être un petit peu plus. Ma deuxième ligne, j'y vais ici avec Joss. C'est 20 points en 81 matchs l'année passée. Mais je tiens à préciser que dans des niveaux juniors ou universitaires, dans son cas, je pense, il a déjà produit offensivement. Puis au niveau de la Ligue américaine, il s'approchait du 1 point par match. Et le point que je trouve intéressant avec Joss, c'est que excusez-moi, il a joué l'année passée avec le Wild du Minnesota. Donc, peut-être qu'il connaît un petit peu plus les gars. C'est un gars qui est à peu près mi-vingtaine de son côté à lui, que je fais jouer avec deux jeunes, c'est-à-dire Marco Rossi qui a 20 ans et Matthew Boldy. Et dans le cas de Boldy, 21 ans, première saison dans la LNH, il débarque 39 points en 47 matchs. Alors, il a connu une très bonne première saison professionnelle. Puis, c'est un gars qui a retenu l'attention du côté du Minnesota. Malgré le court échantillon qu'on a, c'est un gars qui a retenu l'attention du côté du Minnesota et c'est assurément un des top prospects offensifs. Fait que là, faites le calcul comme vous voulez, mais vous avez Marco Rossi qui est un très bon prospect offensif et vous avez Boldy qui a plus d'expérience professionnelle, me direz-vous, mais quand même qui est un très bon prospect offensif. De faire jouer les deux jeunes ensemble, c'est intéressant. Et là, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'acquisition de Sam Steele. Sam Steele, on l'a plus connu avec les Ducks d'Anaheim, mais c'est un gars qui a quand même un upside offensif intéressant, mais qui n'a pas nécessairement encore établi une grosse production offensive. De mémoire, il me semble qu'il est mi-vingtaine aussi pour ce qui est de Sam Steele. 20 points en 68 matchs l'année passée. Donc son ratio points par match était un petit peu supérieur à celui de Just, mais c'est quand même similaire au niveau de la production de la dernière année. Fait que le point que moi je voyais comme étant plus intéressant avec Just, c'est qu'il avait joué avec le Wild l'année passée. C'est la raison pour laquelle je l'ai privilégié sur mon deuxième trio, Just, Rossi, Boldy. Rossi a joué juste 2 matchs dans la LNH l'année passée, aucun point. Mais ça, faut pas s'inquiéter avec ça. C'est un gars qui devrait théoriquement produire offensivement. Puis si Boldy continue avec la progression qu'il avait, en fait, avec déjà la production initiale qu'il avait, ça serait déjà excellent. Mais s'il progresse en plus, vous pouvez être sûr que Rossi va en bénéficier assurément. La troisième ligne, ça c'est parce que c'est une très très bonne troisième ligne que tu as au travers de la Ligue nationale, peut-être un peu moins connu parce qu'il joue dans l'Ouest, mais Foligno, Eriksson Ek et Greenway, c'est une ligne qui est très responsable dans les deux sens. Ils sont capables de produire offensivement, puis vous allez voir avec leur production qui avoisine de 50 points par match, c'est quand même non négligeable. Et là où ça devient intéressant quand tu es entraîneur, c'est que cette troisième ligne-là, tu peux la mettre deuxième ligne, parce que tu peux la faire jouer contre les meilleures lignes de l'autre côté, et à ce moment-là, tu pourrais mettre tes jeunes sur la troisième ligne et avoir peut-être un peu moins de responsabilité. La raison pour laquelle moi j'y étais avec les jeunes sur la deuxième ligne, c'est parce que je veux avoir ce côté offensif-là. Mais il en reste pas moins que c'est des gars d'expérience que tu as sur ta troisième ligne, puis c'est des gars qui sont capables de jouer contre les meilleurs trios de l'autre côté. Alors, on a Foligno qui joue à l'aile gauche, 42 points, 74 matchs l'année passée. C'est un joueur d'expérience qu'on a du côté du Wild. C'est un gars qui est capable de très bien jouer dans sa zone, de provoquer des choses offensivement aussi. Joel Eriksson Ek, c'est 49 points en 77 matchs l'année passée. Une très bonne saison, mais des bonnes séries aussi pour Eriksson Ek. Fait que c'est un gars qu'on va peut-être découvrir sous pression, et ça serait vraiment nice du côté du Wild, parce que à ce moment-là, ça pourrait peut-être aider une production qui est peut-être un peu moins attendue. Si on a des attaquants qui sont un peu plus attendus comme production offensive, ben là, en séries éliminatoires, ils vont être couverts encore plus, et ça peut peut-être libérer un gars comme Eriksson Ek, qui lui, Eriksson Ek, c'est un gars qui est capable de jouer autant dans sa zone qu'offensivement. 49 points, 77 matchs, une très bonne production offensive pour lui. Et on a par la suite Greenway, c'est 27 points en 62 matchs l'année passée. En termes de quatrième ligne, ben là, c'est des joueurs peut-être un petit peu plus de profondeur, sauf Sam Steele, que je pense qu'il peut avoir quand même un certain potentiel offensif. 20 points, 68 matchs l'année passée avec les Ducks d'Anaheim pour ce qui est de Steele. Gaudreau comme centre de quatrième trio, quand même, c'est 44 points l'année passée en 76 matchs. Si Rossi ne joue pas au centre, parce que tu peux l'utiliser à l'aile aussi, s'il advienne que, on est à l'aise avec l'idée d'avoir Eriksson Ek sur le deuxième trio, Gaudreau sur le troisième. On serait à l'aise avec ça, ça ne serait pas un problème. Mais si on pousse l'audace et qu'on utilise Rossi, top 6, on le met au centre. Et on fait jouer avec Duhem, 17 points en 80 matchs l'année passée. En termes de scratch, j'y vais avec Dewar et Petten. Petten qui nous arrive, je crois, de San Jose, mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, bref, des joueurs de profondeur. Au niveau des défenseurs, ben là, on y va avec l'utilisation l'année passée. Je pense que c'est intéressant de garder des chimies qui existent déjà du côté du Wild. Fait qu'on y va avec Brodin et Dumba, qui est la paire de défenseurs qui a été le plus utilisée en saison régulière l'année passée. Dans le cas de Brodin, c'est 30 points en 73 matchs l'année passée, un joueur d'expérience. Dumba aussi, 27 points en 57 matchs. Malheureusement, il a été blessé.
Une production offensive, je dirais que quand il était plus jeune, on s'attendait peut-être à plus en termes de production offensive du côté de Matt Dumba. Mais c'est quand même pas trop mauvais au niveau de son ratio points par match. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il reste en santé toute la saison. Ça serait aidant. En termes de deuxième paire, on y va avec Middleton, 14 points 66 matchs qu'on fait jouer avec Jared Spurgeon. C'est 40 points 65 matchs l'année passée. Spurgeon, c'est un gars qui est un défenseur qui aime se porter à l'attaque. C'est le capitaine de l'équipe. C'est pas nécessairement. C'est un défenseur quand même assez intelligent. Donc, c'est pas un défenseur qui est que offensif. Mais c'est un gars qui aime bien appuyer l'attaque. Puis d'ailleurs, preuve étant, c'est que il n'a pas joué une saison complète, 65 matchs, puis c'est quand même le meilleur, en termes de production offensive, c'est le meilleur défenseur du Wild du Minnesota. En termes de troisième paire, bon, il va avec le défenseur d'expérience Alex Galigowski, 30 points 72 matchs l'année passée, qu'on fait jouer avec le jeune Calen Addison, 22 ans, 4 points en 15 matchs l'année passée. Et en termes de scratch, on y va avec Sichter, qui, je ne sais plus trop d'où ce qui arrive, lui. C'est soit Anaheim ou Tampa Bay. C'est un défenseur défensif, mais c'est pas septième défenseur, je pense 6 septième défenseur pour ce shooter, ça a du sens. En termes de gardien de but, ben là, il y a eu des moves, il y a eu des changements. On garde Fleury, donc Fleury revient malgré ses 37 ans. Et on a fait l'acquisition de Philippe Gustafsson des Sénateurs d'Ottawa. La réalité n'est pas la même à Ottawa et à Minnesota. Fait que c'est sûr que si on regarde les statistiques de Gustafsson, c'est quand même, faut garder dans la tête que c'est avec les Saints. C'est pas avec le Wild. Mais il avait bien fait dans la Ligue américaine. Ça a été plus difficile dans la LNH pour Gustafsson. Il a mis 20 ans dans son cas à lui. Je pense qu'il a 24 ans si je ne me trompe pas. Fait que je pense que le plan, c'est à long terme Gustafsson. Je pense. Parce qu'à 37 ans, Fleury, je peux pas croire qu'on veut se fier sous lui encore pour 3 ans. Donc Fleury, quand même, une très bonne saison, très occupé l'année passée, 56 matchs, 2,91, 908 d'efficacité. Mais ça regroupe là, avec les Hawks. Puis encore là, c'était pas vargeux chez les Hawks, là, en tout cas pas défensivement. Fait que je pense que ça l'affecte quand même beaucoup ses statistiques, d'où pourquoi on va peut-être prendre plus en considération pour Fleury l'année passée ses statistiques avec le Wild qui était à 910 d'efficacité. Oh, sensiblement la même affaire. Hey, il se maintient. Il se maintient. 910 juste avec le Wild, puis sinon 908 total en incluant les deux. C'est quand même pas si mal. Philippe Gustafsson de son côté, c'est 18 matchs dans la LNH, 3.55, 892 d'efficacité, mais comme je vous dis, il jouait avec les Sénateurs d'Ottawa. À Belleville, ça a été quand même bien. Là, on parle de 20 matchs, 2.50 de moyenne, 915 d'efficacité. C'est un gardien qu'on a un certain espoir en lui. Et du côté d'Ottawa, on a Anton Forberg, ou en tout cas Forberg, quelque chose comme ça, en qui on croit, puis je pense que c'est Mad Sogar aussi. Fait que peut-être qu'il n'y avait plus de place tout simplement dans l'addition avec lui. Là, on ajoute quand même Cam Talbot du côté d'Ottawa, fait qu'on avait peut-être pas vraiment besoin de. Fait que j'imagine que du côté du Wild, on y voit un potentiel à long terme pour prendre la relève après Fleury, parce que c'est clairement pas McIntyre qui va prendre le relais, ça c'est sûr que non. McIntyre, on parle d'un gardien de but de 30 ans, essentiellement Ligue américaine en termes d'expérience. Entre autres, lui il a joué l'année passée à Tucson puis à Iowa dans la Ligue américaine. Donc, il a joué pour le club école des Coyotes puis le club école du Wild. C'est 37 matchs à Iowa. Donc, ça n'inclut pas Tucson. 37 matchs à Iowa, c'est 2,45, 920 d'efficacité. C'est un bon gardien de Ligue américaine. C'est assurément pas le gardien qu'on veut avoir LNH. Fait que c'est sûr qu'on y va avec un tandem du côté du Wild, puis c'est probablement Fleury qui va avoir le starter, puis Gustafsson qui va avoir l'auxiliaire, mais peut-être qu'on va essayer de partager un petit peu plus la tâche pour donner plus d'expérience à Gustafsson. Ça pourrait être intéressant qu'il y ait plus que 18 matchs cette année dans la LNH. Mais c'est ça, j'imagine qu'on y voit un certain potentiel, puis ça va aider assurément d'être dans une équipe une équipe plus offensive, parce qu'encore là, au niveau de la défensive, c'est pas terrible du côté du Wild. Enfin bref, donc c'est une organisation que moi je vois quand même comme étant bien balancée. C'est une organisation qui performe depuis les 2 dernières années quand même, parce qu'on est dans le top 10 de la LNH depuis 2 ans. Et il va falloir qu'on passe plus qu'une ronde en série, ça c'est sûr et certain, mais on a quand même un certain corps de leadership qui peut être intéressant. On a des jeunes qui ont un bon potentiel, que s'ils jouent toute l'année, peuvent apporter une dynamique offensive encore très intéressante. Ça pourrait faire de la diversité au niveau de la production offensive, puis à ce moment-là, tu aurais 2 bons trios offensifs qui produiraient sur une base peut-être plus régulière. Fait que ça peut toujours être intéressant. Tu as une ligne que moi j'aime beaucoup en Foligno, puis Eriksson Ek et Greenway, qui est une ligne qui est capable de frapper, de jouer défensivement et de faire des points, donc une ligne que je considère complète. Fait que ça, c'est très intéressant. Au niveau des défenseurs, on a quand même des défenseurs qui aiment ça se porter à l'attaque. Bref,
C'est une organisation que moi je vois comme étant bien balancée, qui a l'air d'avoir un esprit de corps, puis qui ont un attaquant en or en Kaprizov. Donc pour moi, je vois pas vraiment de raison. La perte de Fiala va faire mal. La perte de Fiala, c'est sûr qu'elle va faire mal, mais je pense quand même que si nos jeunes comme Rousset et Boldy jouent des saisons complètes, je crois que cette équipe-là peut répéter des performances similaires à ce qu'elle a connu dans la dernière année. Par contre, est-ce que je dirais cette année, l'année passée j'ai dit qu'il était Cup Contender, est-ce que cette année je dirais Cup Contender? D'après moi, peut-être pas. J'irais peut-être plus avec on fait les séries du côté du Wild. C'est ce que moi je pense. Alors, faites-moi savoir d'après vous où le Wild du Minnesota va terminer la saison. Est-ce que d'après vous, c'est des Cup Contenders, ils font les séries confortables? Est-ce que ça va être dans la course aux séries ou ils font pas les séries pantoute? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de faire un petit j'aime, mais également de la partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans pour jaser de hockey. C'est toujours plus plaisant quand on est plusieurs. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023 de la LNH. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.